Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge tête la première au cœur des thèmes existentiels d'une œuvre absolument magistrale, l'Antigone de Jean Anouilh. L'idée ici, ce n'est pas juste d'en faire un simple résumé, mais vraiment de décortiquer ce qu'on pourrait appeler l'anatomie d'un refus total. On va analyser un débat philosophique qui, honnêtement, n'a pas pris une seule ride. C'est un véritable choc frontal entre deux visions du monde complètement opposées. Pour bien structurer tout ça, on va suivre 5 grands axes. On va d'abord parler du pouvoir du non, ensuite de la mécanique implacable de la tragédie, du lourd fardeau du pouvoir, du grand choc entre l'enfance et l'âge adulte, pour finir sur le prix à payer pour l'absolu. Allez, on commence tout de suite. Première étape de notre analyse, le pouvoir du non, une idée qu'on peut aussi voir comme la révolte à l'état pur. Ce qui est super intéressant avec la version d'Anouilh, c'est que la rébellion d'Antigone n'est pas du tout une croisade religieuse. Elle ne se bat pas pour plaire aux dieux ou par pure ferveur. En fait, son fameux « non » jeté au visage de Créon, c'est un rejet viscéral d'une existence qui serait tiède, pleine de petits arrangements et de compromis. C'est littéralement un refus absolu de la médiocrité. Et le choix qui se dessine est d'une radicalité folle. D'un côté, on a l'option de mourir jeune, mais de conserver une pureté morale totalement intacte, et de l'autre, eh bien, il y a le fait de vieillir. Sauf que vieillir implique inévitablement de se salir un peu les mains, d'accepter les règles du jeu. En gros, c'est soit on cède un petit bout de ses idéaux jour après jour, soit on arrête tout, instantanément, pour rester 100% fidèle à soi-même. D'ailleurs, c'est exactement comme ça qu'Anouilh définit la tragédie en elle-même. C'est le refus pur et simple du bonheur. Mais attention, pas n'importe quel bonheur. On parle de rejeter un bonheur conditionnel, celui qui exigerait de mettre de côté ses principes absolus pour pouvoir exister. Ça nous amène tout naturellement à notre deuxième point, la mécanique de la tragédie, ou le confort paradoxal de l'inévitable. À un moment donné, le cœur lâche cette réplique qui est juste brillante. C'est propre la tragédie, c'est reposant, c'est sûr. Suggérer qu'une histoire qui se termine inévitablement par la mort puisse être reposante, ça paraît complètement dingue, non? Et pourtant, c'est justement cette absence totale d'espoir qui rend la situation d'une certaine manière nette et sans bavure. Si on pense au drame classique, c'est très différent. Dans un drame, il y a de l'espoir, les personnages se débattent, la fin est incertaine et ça génère une anxiété monstre. La tragédie, elle, n'offre aucun échappatoire. L'issue est déjà gravée dans le marbre. Et bizarrement, cette certitude enlève tout le poids, tout le fardeau de l'espoir. On sait très bien comment ça va se terminer, la réponse est déjà écrite. Et c'est là tout le génie d'Anouilh pour moderniser le concept de fatalité. Fini le temps des dieux grecs en colère qui tirent les ficelles depuis l'Olympe. Désormais, le véritable moteur, c'est la logique interne des personnages. Le dénouement arrive tout simplement parce que le personnage est tragiquement fidèle à ce qu'il est. Antigone mourra parce qu'elle est fondamentalement Antigone, un point c'est tout. Passons maintenant de l'autre côté du miroir avec notre troisième axe, le fardeau du pouvoir, ou ce qu'on pourrait appeler le sale métier. C'est super important de ne pas voir Créon comme le cliché habituel du grand méchant, tyran assoiffé de pouvoir. Il ne gouverne pas par plaisir. En réalité, il est sur le trône parce qu'à un moment donné, le bateau tanguait dangereusement et que quelqu'un devait bien prendre la barre. Il a simplement dit oui à cette responsabilité énorme, à ce sale métier de dirigeant, parce que c'était nécessaire. Diriger un État implique un pragmatisme assez brutal. Pour éviter que la société ne sombre dans le chaos total, il faut faire des compromis et oui, parfois avoir recours à des mensonges nécessaires. Pour maintenir l'ordre public, on peut se retrouver contraint d'appliquer une loi qu'on sait soi-même injuste. On réalise vite que le pouvoir est en fait une longue série de choix impossibles. Et l'œuvre reste remarquablement neutre là-dessus. Elle nous met face à une vérité qui dérange profondément. Pour maintenir un semblant de bien et de stabilité dans la cité, on est très souvent forcé de commettre des actes injustes. C'est ça la véritable tragédie du pouvoir, cette dualité insoluble, où faire le bien exige parfois de faire le mal. Ce qui nous conduit à notre quatrième point, l'enfance contre l'âge adulte ou l'inévitable choc des générations. Au fond, l'incapacité totale de ces deux personnages à se comprendre vient du fait qu'ils incarnent deux états d'esprit opposés. D'un côté, on a l'attitude de l'enfance avec Antigone, elle exige tout de suite, sans aucune demi-mesure et rejette toute forme de nuance. De l'autre, on a la maturité de Créon, c'est l'acceptation qu'un monde est intrinsèquement imparfait et qu'il faut faire avec. C'est l'adolescence, pure et intransigeante, qui hurle face au pragmatisme usé du monde adulte. Et on arrive enfin à notre cinquième et dernière partie, le prix de l'absolu, l'isolement ultime. Quand on observe le déroulement, la mécanique de l'isolement est redoutable. D'abord, sa sœur Ismène a peur et refuse de la suivre.
Ensuite, son fiancé Aémon n'arrive tout simplement pas à la comprendre. La nourrice vit dans l'ignorance totale, les gardes restent purement indifférents à son sort. Et tout en haut de la pyramide, Créon lui-même, malgré son autorité, est impuissant pour la sauver. Un par un, absolument tous les liens humains s'effritent. Cette solitude absolue, c'est finalement le grand prix à payer. C'est la taxe inévitable qui tombe sur ceux qui refusent de transiger avec la réalité. Parce que dire un non catégorique au monde dans son entièreté, c'est se condamner à affronter seul l'immensité de ce même monde. Ce qui nous laisse avec la question centrale, ce fameux dilemme intemporel au cœur de la pièce. Face à l'imperfection constante de la réalité, est-ce qu'il vaut véritablement mieux mourir pour préserver un idéal absolu, ou bien accepter de vivre en se pliant aux compromis que la vie exige ? C'est le défi magistral que lance cette œuvre, forçant chacun à examiner ses propres valeurs et les limites de ses convictions. C'est une réflexion fascinante qui, assurément, donne beaucoup à penser.